Il n'y a pas un mois où j'ai pas quelqu'un au téléphone qui me dit qu'il va se suicider, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça la sérophobie aussi. Alors de quoi je parle sur les réseaux? Essentiellement de VIH, des droits des personnes séropositives. Et étant donné qu'on est très peu à parler de séropositivité à visage découvert, bah du coup on a plein de demandes. La version courte pour expliquer la différence entre VIH et SIDA, VIH c'est le virus. Quand on est séropositif à une infection. Ça peut être le VIH, mais ça peut être la grippe, ça peut être le Covid. Moi je suis séropositif au VIH. Et le SIDA c'est la maladie provoquée par le virus du VIH quand il n'est pas traité. Moi mon quotidien c'est des dizaines, des 10, 20, 30 demandes d'aide par jour. C'est des appels à l'aide de je suis en train de mourir, je sais pas quoi faire, je suis perdu, aidez-moi par pitié, quoi. Et il y a des personnes que j'ai accompagnées jusqu'à leur mort. Les anecdotes les plus dures, j'en ai plusieurs. J'ai échangé avec des personnes en Afrique où leur compagnon qui était séropositif, ça s'est su, il a été retrouvé égorgé à l'appartement avec écrit SLPD de SIDA-X sur le mur avec son sang. Un autre qui avait été retrouvé, qu'ils avaient torturé, il avait attaché une bagnole, il avait traîné sur 3 km sur le bitume et il avait laissé pour mort sur la route. En fait, tout ce qu'on va retrouver autour des violences sur l'homophobie, ce genre de choses, on va le retrouver au niveau du VIH. Et sauf que c'est quelque chose qui est complètement invisible parce que vu qu'on n'en parle pas de la sérophobie et que c'est complètement invisibilisé, c'est des histoires qu'on ne sait pas. On nous rattache à une vision où on va nous juger comme des meurtriers, comme des assassins, et ça peut aller extrêmement loin les maltraitances qu'on subit. Une jeune fille que j'ai accompagnée pendant plus d'1 an, qui vivait à Paris, qui a appris sa séropositivité, qui en a parlé à sa mère, et sa mère n'osait plus toucher. Sa fille, elle la touchait plus. Et elle passait sa journée à nettoyer tout ce qu'elle touchait à l'appartement à la javel. Et elle avait, je crois qu'elle avait 19 ans, ou 20 ans. Et en fait, un jour, j'ai plus de nouvelles d'elle. Et quelques semaines plus tard, c'est sa sœur qui m'a réécrit en me disant « Tu te rappelles cette jeune fille que tu as accompagnée ?» Elle me dit « Oui, c'est ma sœur, elle vient. C'est ma sœur, elle vient de se suicider. » C'était terrible parce que cette gamine, elle avait 19 ans, elle était en parfaite santé, quoi. Voilà, c'est ça la sérophobie aussi. En fait, ça s'arrête pas. Il n'y a pas un mois où j'ai pas quelqu'un au téléphone qui me dit qu'il va se suicider, quoi, tu vois. Que ce soit un suicide brutal ou que ce soit aussi ce qu'on appelle des suicides longs, ça aussi, on en parle très peu. Ce qu'on appelle un suicide long, c'est des personnes séropositives qui sont tellement isolées, qui ont vécu tellement de violence, qui finissent par arrêter de prendre le traitement et se laisser mourir. En termes de culpabilité, c'est difficile à gérer, tu vois. Et là, ça va. Avec le temps, j'apprends un peu plus à me dire, ok, il faut vraiment que tu fasses une séparation et il faut que tu te renforces parce que je sais que je vais encore avoir des gens qui vont mourir. Pour moi, c'est un devoir. C'est un devoir. On a quasiment 1 million de morts du sida par an, alors que c'est une pathologie qu'on s'est traitée depuis 1996. Ça fait 30 ans qu'on n'est plus censé mourir du sida. On est quand même plusieurs, tu vois, en parler sur les réseaux. Il y a Andrea Maître, il y a Journal Positif, mais on est une poignée, on est peut-être 4-5 en France, tu vois. Je ne sais pas comment les rediriger. Et puis les assos, c'est très compliqué. La plupart des associations, elles font beaucoup de prévention. Et l'axe de l'accompagnement des personnes séropositives, il est presque inexistant.